Bonsoir à tous, merci à vous d'être au rendez-vous ce soir dans votre émission Santé 10. Eh bien, nous allons beaucoup voyager à travers notre émission. Pourquoi? Puisque ce soir, on a voulu vous parler aussi des difficultés. Octobre rose, oui, mais il y a certaines difficultés. Quand on est malade parfois, eh bien, on a l'obligation de voyager. Alors, on est malade et on est obligé de voyager. On parle parfois de double peine, entre guillemets. On va en parler avec des professionnels ce soir et on va vous faire voyager à travers certaines vidéos, puisqu'on a suivi une patiente depuis Saint-Martin qui avait l'obligation de venir en Guadeloupe pour faire ses examens, notamment son TEP-scan. Mais pour vous en dire plus, place aux invités. Et parfois, quand on est malade, eh bien, oui, on a cette obligation de prendre l'avion pour certains examens. Et pour vous en parler ce soir, on a avec nous des professionnels, des personnes qui échangent et partagent régulièrement avec des patients qui ont le cancer. Je vais dire bonsoir à Danielle Bras, sage-femme. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et aux habitués de Santé 10. Merci d'être là, Danielle. Juste à côté, on va dire un grand bonsoir à Madame Marie-Paul Fernandez Morera. Est-ce que j'ai tout bien dit? Tout a été dit, Brigitte. Bonsoir à tous. Merci à Canal 10 de nous inviter. Je précise, que vous êtes la secrétaire générale de la Ligue contre le cancer Guadeloupe. Oui. On va parler un petit peu du programme que vous avez mis en place pour ce mois d'octobre, Octobre Rose. Et bien entendu, bonsoir au docteur Louis Geffry. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux téléspectateurs de Santé 10. Docteur Louis Geffry, je vous le rappelle, qui est gynécologue, mais qui est aussi le chef de service, le service gynécologique du centre hospitalier Constant Fleming à Saint-Martin. Est-ce que j'ai tout bien dit? Parce qu'il y a une façon de dire ça. Oui, Daniel va me tirer les oreilles. Oui. J'assure actuellement l'intérim, effectivement. Nous avons un service qui demande à s'étoffer. Donc, pour le moment, on est au charbon, effectivement. Bon, Daniel, est-ce que j'ai bien dit? C'est parfait, Brigitte. Bon. Voilà. Ouais, de bons conseils. Un petit peu d'humour pour démarrer cette émission, parce que ça ne va pas être quand même toujours aussi marrant. C'est vrai qu'on a certains passages où on se rend compte, on se rend bien compte que quand on est malade, on ne parle pas d'une grippe, on parle du cancer. Et là, être malade et avoir cette obligation de prendre l'avion, de voyager pour certains examens ou autre chose, eh bien parfois ce n'est pas évident, ça demande beaucoup. Docteur Geffry, merci d'avoir accepté de filmer avec quelqu'un qu'on va remercier d'ailleurs, du côté... Arnaud. Merci Arnaud. Il est toujours là avec moi. Qui nous a donné un grand coup de main, parce que c'est lui qui nous a donné cette possibilité d'avoir quelques images depuis Saint-Martin. Je propose, si vous êtes d'accord, que nous puissions, en ouverture d'émission, voir un petit peu ce que nous dit l'oncologue de Saint-Martin. C'est Madame Marie Hainaut. C'est ça, docteur Marie Hainaut, qui est oncologue, mais qui est aussi responsable de l'unité chimiothérapie au centre hospitalier Louis-Constant Fleming. C'est bien ça, docteur? C'est bien ça. Bon. Un petit bout de femme extrêmement dynamique et tonique. On l'adore beaucoup et franchement, elle fait un travail formidable. Voilà, je tenais vraiment à ce qu'on puisse la découvrir et qu'elle nous donne cet éclaircissement sur le travail. Déjà, c'est elle qui va carrément planter le décor, comme on dit, puisque pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, c'est elle qui va introduire notre sujet de ce soir. Avoir un cancer quand on vit à Saint-Martin, malheureusement, c'est un peu le diagnostic de la double peine, parce qu'il y a effectivement la peine infligée par la maladie et son pronostic, et puis effectivement la peine infligée par le fait que la prise en charge des cancers nécessite à la fois des modalités diagnostiques, mais des modalités de traitement qui sont extrêmement variées et multiples, et qui ne sont pas toutes représentées sur le territoire. Et donc il est vrai que dans le parcours de la prise en charge d'un cancer du sein,
inévitablement, à un moment donné de la prise en charge, au moins une fois, les patients vont être amenés à devoir se déplacer en dehors du territoire, idéalement en Guadeloupe, mais parfois malheureusement ça peut même être sur des territoires plus éloignés comme la Martinique ou la métropole, mais ça reste du cas par cas. Docteur, ça reste des cas par cas, effectivement, à savoir où il faut aller, quelle direction on va devoir prendre. Mais souvent, quand on a le cancer du sein, eh bien, on a cette obligation, à un moment ou à un autre, de prendre l'avion et d'aller ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que le sujet, là, dépasse totalement le cadre de Saint-Martin. On se retrouve effectivement avec des patients de Marie-Galante, des patients des Saintes, des patients de la Désirade, des patients de Saint-Martin, des patients de Saint-Barthélemy, et parfois même des patients de la Guadeloupe qu'on appelle continentale, qui pour certaines raisons doivent aussi également voyager. Ça arrive aussi, parfois en métropole. Donc il s'agissait pour nous vraiment de mettre ce focus, et je pense que c'était excellent qu'on y ait pensé, parce que quand on parle de cancer et qu'on est pris par le diagnostic très rapidement, après l'annonce qui est faite, on se sent un peu désemparé. Et devoir justement se reconfigurer dans une dynamique active, prendre l'avion, se confronter peut-être à un autre territoire, et évidemment à des examens qui peuvent être source d'angoisse, effectivement, ça peut être difficile. Donc je pense que les femmes qui vivent ce genre de situation-là, voilà, on mérite vraiment de les suivre avec attention. Et nous sommes dans l'obligation de parler de finances. Pourquoi ? Bien parce que ça demande une prise en charge assez particulière. Et voilà pourquoi on a pu rencontrer le responsable financier. Oui, le directeur financier. Le directeur financier. Monsieur Slimane Bousekane, qui avec beaucoup de sympathie a accepté de répondre à nos questions. Et effectivement, il a le rôle de l'hôpital, qui est celui qui tient la bourse, effectivement, et qui permet d'avoir des ressources humaines aussi disponibles pour pouvoir aider ces patientes. Voilà, ce rôle-là est important à signaler. On va l'entendre un petit peu pour mieux comprendre. Tout à fait. Alors aujourd'hui, par an, on est à 200 Vivasan à peu près. Sur les années, on va dire, non liées à des épidémies comme le Covid, où là, ça monte beaucoup plus. On peut considérer que sur 2023, on a une montée en charge parce c'est aussi selon les cas de figure de spécialistes présents sur l'île, capables de faire certaines opérations, capables de faire certaines prises en charge ou certains examens techniques. Donc voilà, ça monte un petit peu avec des départs en retraite ou des mobilités, mais grosso modo 200. Les Vivasan, comment ça se passe ? Le médecin, notamment avec le médecin régulateur, le médecin urgentiste est en premier niveau sur une organisation d'évacuation sanitaire. D'abord, il y a une liste présence des médecins qui peuvent partir en évacuation avec les patients et d'infirmiers. Ces listes-là, elles nous permettent d'être H24, 7 jours sur 7. Évidemment, le premier niveau, c'est médical, donc observation médicale, obligation de transfert au plus vite possible, le temps que l'avion soit en place sur la piste, dans les délais, les plans de vol. 3 heures. Voilà, on dit qu'en moyenne, on peut évacuer 2 personnes facilement par jour, sur des urgences absolues, compte tenu des délais de vol. Logique. Voilà, on travaille avec une société qui est Saint-Barth Exécutive, qui travaille avec nous de manière spécifique, avec des vols adaptés, donc un aménagement dans l'avion. On est, selon le cas de figure, ça peut aller jusqu'au brancard, ce qu'on appelle la coquille. La personne est vraiment, je dirais, bien positionnée, donc ça ne bouge pas pendant le vol. Puis après, Donc on a des liens de travail, on a des listes de numéros utiles qu'on a depuis longtemps, parce que les liens avec la Guadeloupe, par exemple, sont très anciens et forts, et les centres de référence nous connaissent bien. Donc ça se fait un peu en lien, en échange humain. Et puis de temps en temps, parce que l'on arrive maintenant avec des outils informatiques à se partager des données, le fameux DMP, le dossier médical du patient, on est capable aussi de pousser les infos. Les informations directement au centre qui va recevoir le patient. Voilà, et pour autant, en pratique, ça peut se faire. Et de plus en plus, ça se fera. On remplit ce DMP. On a environ, le territoire est couvert à peu près à 70% en termes de soins demandés par le patient. Il y a 30% quand même de notre patientèle qui va sur des centres de référence externes, pour des hyper soins, parfois des choses très pointues, puis des fois parce qu'ils ont un spécialiste de
connaissance ou de préférence. Ouais. Voilà, donc c'est on sait qu'on capte 70-80%, un peu plus pour la maternité. On est toujours dans, je dirais, la recherche du mieux, c'est-à-dire le plus efficient pour qu'on ait à la fois des soins de qualité et effectivement tenir compte des contextes. Notre contexte sur Saint-Martin, c'est un contexte où on peut avoir inflation, coût de la vie, mais on a quand même la possibilité par les contacts, y compris des contacts économiques. On a des acteurs qui sont très soucieux que ça se passe le mieux possible, les arrivées. On le fait en fait d'une manière un peu, non pas intuitive, mais en tout cas très régulière. On a des gens qui sont très préoccupés que les patients qui passent à proximité de l'hôpital soient déjà bien accueillis. Là, on systématiserait puisque la loi nous le permet. Et ça permettra, j'espère, à terme d'avoir quelque chose qui soit acquis en fait. On ne se pose plus la question, est-ce que j'ai un doute, est-ce que je fais mon soin ou je pars directement en Guadeloupe. Peut-être qu'à Saint-Martin, on peut s'organiser et du coup accueillir. Voilà. Si on accueille, c'est une charge en moins. On a entendu des chiffres, Oui. docteur Jeffrey. C'est quand même très important. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on oublie trop souvent que quand on a une centaine de patients qui par année, c'est vraiment beaucoup. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux d'hypertension effectivement entre, on va dire, on a 80% des patients qui sont suivis sur une filière classique, qui est celle avec la Guadeloupe. Je pense que c'est le cas, même avec Saint-Barthélemy. Mais également, on se rend compte que le pendant de ça, c'est qu'un certain nombre de gens, malheureusement, sont perdus de vue, à peu près 20 à 30%, qui, eux, choisissent peut-être parce qu'ils manquent de structure d'accueil, parce qu'ils n'ont pas la famille ou parce qu'ils ne connaissent pas les centres, ils choisissent d'aller ailleurs. Donc, ils sortent un peu du circuit. Sinon, 80%, 70 à 80% des gens sont gérés justement en collaboration avec les services hospitaliers, services d'oncologie et les services administratifs et médico-sociaux pour pouvoir justement faire en sorte que ces patients soient le mieux accompagnés possible. Ce sont des gros volumes. Nous repartirons tout à l'heure du côté de Saint-Martin à la rencontre de Belinda Bourne, qui est donc la patiente qui nous a donné cette possibilité de filmer un petit peu son départ depuis Saint-Martin, son arrivée ici en Guadeloupe pour son examen, pour son TEP-scan. On en parlera tout à l'heure. Juste avant, une petite transition. On a parlé de famille. Je vais me diriger vers Marie-Paul, je rappelle, secrétaire de la Ligue contre le cancer Guadeloupe. Là aussi, Marie-Paul, dans les voyages, vous aussi, la Ligue, vous avez un rôle ici en Guadeloupe puisque vous accompagnez souvent certaines familles dans différentes démarches et même parfois un petit peu dans les finances aussi parce que on doit le dire, quand on a le cancer, là il est question de parler, on est dans le mois d'octobre, octobre rose, nous parlons du cancer du sein, mais en général, quand il s'agit de cancer, souvent on ne veut pas et on ne peut pas, entre guillemets, partir seul. On a besoin de l'accompagnement, on a besoin de la famille, et là aussi, la Ligue joue son rôle. Oui, c'est vrai, on ne cesse de le répéter, que le cancer, c'est une maladie qui touche dans la chair, mais qui touche aussi l'ensemble de la famille, quel que soit le milieu de vie de la personne, au travail, peu importe l'endroit. Donc, on essaye vraiment à la Ligue de prendre en charge la personne directement touchée, mais aussi sa famille. On essaie de le prendre dans la globalité. Donc, à la Ligue, avec notre TISF, technicienne d'intervention sociale et familiale, Madame Geoffroy, qui accompagne les familles avec une fiche action vraiment pour les aider, connaître déjà exactement ce dont ils ont besoin. Ça peut être une aide financière, ça peut être aussi une aide pour régler une dette, pour payer une quittance de loyer, pour aider en partie à financer un billet pour l'Hexagone ou pour ailleurs, pour faire les soins. Ça peut être aussi une aide pour les démarches administratives, parce que c'est vrai que le cancer, maintenant, on a une reconnaissance en tant qu'adulte en situation de handicap avec la MDPH. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'institutions qui peuvent aider. Et à la Ligue, on essaye vraiment, avec la TISF, d'aider à constituer des dossiers administratifs. Ça peut être avec le conseil départemental, par exemple, pour l'aide à domicile. À la Ligue, le temps que les institutions puissent répondre, puisque c'est vrai, face à la demande, on l'a bien dit, face à la demande qui ne cesse d'accroître, on essaie vraiment d'avoir une réponse plus ou moins rapide
pour que le retour à domicile se passe au mieux. Et par exemple, pour les patients de Saint-Martin, nous avons un appartement d'accueil qui se trouve à Pointe-à-Pitre, non loin du CHU. C'est vrai qu'il est connu, hein, et on est là ce soir pour en parler, pour dire aux familles, pour dire aux personnes justement qu'il y a un appartement d'accueil avec 4 chambres, téléphone, télé, Wi-Fi. Il faut que la personne malade soit quand même autonome, par exemple pour faire ses repas. Et dans chaque chambre, il y a 2 lits. Parce que vraiment, on souhaite que la personne soit accompagnée. Très bien. C'est toujours difficile, hein. Je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission, mais quand la personne apprend justement sa maladie, qu'en plus elle est sur un territoire qui n'a pas forcément les spécialistes ou le matériel pour pouvoir faire les soins directement là où il se trouve, il faut pouvoir partir. C'est un coût financier, mais c'est un coût moral aussi, parce qu'affronter la maladie seule, loin de ses proches, loin de son territoire, loin de ses habitudes, voilà, ce n'est pas forcément évident. Et j'ai le souvenir d'une Guyanaise, hein, qui a appris la maladie financièrement. Ce n'était pas possible que les enfants l'accompagnent. Elle est arrivée seule. On aurait pu croire que la Guadeloupe, ce n'est pas la France. Mais la dame était quand même perdue en Guadeloupe. Oui. C'est la première fois qu'elle venait. Oui. Et comme je le dis, elle ne venait pas en vacances en Guadeloupe. Elle ne venait pas découvrir la Guadeloupe. Elle venait faire ses soins au CHU dans un territoire qu'elle ne connaît pas. Donc on a l'impression que quand on vient en Guadeloupe, c'est moins difficile que si elle était partie en France. Mais elle était tout aussi perdue que si on avait dû l'envoyer faire ses soins en France. Donc c'est pour ça que c'est important que la famille soit là. C'est pour ça aussi que l'accompagnement psychologique n'est pas à négliger. Ce n'est pas que pour la personne directement concernée, puisqu'au final, toute la famille est concernée, tout le monde est concerné. Les collègues, quand ils vous revoient revenir au travail, quand ils apprennent la maladie, ils se rendent compte que la personne qu'on a connue avant, c'est vrai que c'est compliqué. Donc on essaie vraiment à la Ligue, de janvier à décembre, hein, je le répète, vraiment d'accompagner au mieux la personne malade, mais aussi son entourage, c'est important. Les enfants, les compagnons, les voisins, enfin vraiment tout le monde, que la personne malade se sente soutenue et écoutée, mais aussi ses proches. Donc on essaye vraiment de prendre tout le monde dans sa globalité. Et j'en profite pour remercier nos bénévoles, hein, qui sont là au quotidien. On a, grâce à plusieurs petites démarches, on a pu reprendre depuis la période Covid les visites au CHU auprès des personnes malades. Parce que parfois, justement, des malades de Marie-Galante, des Irades, les Saintes, Saint-Martin, qui ne peuvent pas avoir la famille tous les jours, ont besoin de cet accompagnement. Ont besoin justement de ces moments, de ces après-midi, de ces petites matinées de visite, discuter, parler, parfois juste être là et savoir qu'on peut se confier à quelqu'un, écouter, faire de la lecture, enfin voilà. Donc, grâce à nos bénévoles, grâce à nos 3 salariés qui travaillent d'arrache-pied, vraiment, je tiens à les remercier. Et à vous inviter à vous investir. On n'attend pas forcément que la maladie frappe à notre porte pour nous investir contre le cancer. Donc voilà. Comme on et dit encore souvent, merci à Canadis de nous donner la parole. Je suis très contente d'être avec les invités. Comme on se disait juste avant de commencer l'émission, on a pris un abonnement et comme on est bien à Canadis, c'est ça, on prend plaisir à venir et donc voilà, et à échanger. Exactement. Hommes comme femmes, on est tous concernés, donc chacun fait sa part au mieux. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Danielle Brard, sage-femme, on parle du cancer du sein. Eh bien, ne voilà-t-il pas que la sage-femme a son rôle dans cette affaire, et peut-être même un rôle bien avant, quand on parle de prévention. Quand on parle, déjà là, la sage-femme a un rôle à jouer. Exactement. Du simple fait que la sage-femme, elle est au cœur de la vie des femmes et des familles, quand il y a cancer, elle était déjà là. Parce que la sage-femme, dans son rôle, c'est la prévention. Donner tous les conseils pour éviter. Donc, il y a 4 étapes importantes. Déjà, le style de vie est important, l'hygiène de vie. Dans cette hygiène de vie, il faut... cancer du sein, oui, mais tous les cancers en général. Mais pour cette hygiène de vie, c'est l'importance de dormir suffisamment. Des nuits de 7 à 8 heures de sommeil. Si on ne le fait pas, c'est réapprendre ou apprendre à dormir suffisamment. Dans son alimentation, choisir les bonnes graisses. Introduire les huiles de première pression à froid, les oléagineux, les noix, les noisettes. Choisir les bons sucres.
choisir les céréales complètes de préférence, favoriser les végétaux, de préférence les végétaux du terroir, issus du terroir. Et puis, ne pas être dépendant des toxiques comme l'alcool, le tabac et autres drogues illicites. Mais sur ce fond d'hygiène de vie, il y a aussi les émotions. Les émotions font partie de la vie, mais les émotions négatives, on a montré qu'ils faisaient le lit du cancer du sein particulièrement. Certes, ils font partie, les émotions négatives font partie de notre vie, mais nous ne devons pas nous installer dedans. Nous devons au contraire développer les émotions positives. Ne pas être esclave des émotions négatives, mais développer les émotions positives. Et alors, dans cette hygiène de vie intervient l'autopalpation. Et dans cette autopalpation, la femme nous dit « je suis responsable de ma santé, je prends ma santé en main ». Alors, elle va apprendre et elle va régulièrement se faire l'autopalpation. C'est quoi l'autopalpation? Elle va se palper les seins. Et cela, elle va le faire chaque mois, après les règles. Les quelques jours après les règles, dans la première partie du cycle, où les seins ne sont pas tendus, sont plus dans leur état normal, plus normal, donc accessible au palpé. Et donc, elles vont d'abord s'asseoir ou se mettre debout devant un miroir, les bras le long du corps et se regarder. Apprécier ses seins, regarder la forme, regarder l'état de la peau, s'il n'y a pas de taches, s'il n'y a pas d'incubation, regarder les mamelons. Les presser pour voir s'il n'y a aucun liquide qui sort, quelle que soit la couleur. Il faut regarder s'il y a un liquide qui sort et être alerté. Après avoir observé les seins, elle va maintenant palper. Elle va palper le sein gauche avec la main droite, bien sûr. Elle va palper de l'extérieur vers l'intérieur en faisant tout le tour, comme si c'est les rayons d'une roue de bicyclette. Elle va tout de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, elle va bien palper la partie entre le sein et l'aisselle. Et ensuite, dans le creux, sous l'aisselle carrément, à la recherche de quoi? Une petite boule, une grosse boule ou une masse. Si elle se rend compte qu'il y a quelque chose de ce genre, ou qu'elle a un liquide qui sort, pas de panique. On prend son rendez-vous chez un professionnel. Même avant d'aller regarder sur YouTube ou Internet, on va voir les gens qui parlent, qui répondent aux questions. Et ensuite, ce professionnel, ça peut être une sage-femme, un médecin généraliste ou un gynécologue. Et cette personne va faire sa consultation. Et à l'issue de cette consultation, ça peut être quelque chose de très banal ou ça peut déboucher sur la prescription d'une une mammographie. Et on attend les résultats. Ça, c'est une étape. Vous pouvez aussi, entre 50 ans et 74 ans, être invité à participer à faire une mammographie. Et ça, tous les 2 ans. Mesdames, quand vous recevez ceci, ne mettez pas ça de côté. Vous avez une liste de radiologues agréés. Faites votre choix et prenez votre rendez-vous. Allez-y. On ne sait pas. On ne sait pas. N'attendez pas les désagréments, les inquiétudes pour consulter. Allez-y à froid. Oui, c'est vrai. On va marquer une petite pause, Daniel, et on va... Non, alors on termine. On termine déjà avec la palpation, et ensuite on va marquer une petite pause. On peut s'arrêter là. Donc la palpation, c'est... Toutes les femmes sont concernées par la palpation. Voilà. On va revenir dans un court instant avec ce sujet, et bien entendu, on a encore énormément de choses à vous dire. Merci Yann. Et nous voilà de retour. Si vous prenez en cours l'émission, sachez que ce soir, nous parlons un petit peu de périple des malades des îles, puisque parfois, quand on est malade, quand on a le cancer, eh bien, on a encore cette obligation de prendre l'avion, de voyager, parce que nous devons nous rendre ailleurs pour certains examens, pour certains suivis. On en parle ce soir avec Danielle Bras, sage-femme, avec Madame Marie-Paul Fernandez-Morera, qui est secrétaire générale de la Ligue contre le cancer Guadeloupe, et le docteur Louis Geffry, qui est gynécologue, du côté de Saint-Martin, au centre hospitalier Constant Fleming. Vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a montré quelques images. Nous allons suivre aussi une patiente qui nous a donné cette possibilité de la filmer, qui d'ailleurs nous a un très beau message pour l'ensemble des téléspectateurs, mais en particulier des téléspectatrices, que vous allez devoir nous
nous traduire, docteur Jeffrey, parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup parlé en français pour certaines choses, mais elle était beaucoup plus à l'aise en anglais. Et donc, le message fort qu'elle voulait lancer, eh bien, elle l'a fait en anglais, vous allez nous le traduire. Je vous propose de partir du côté de Saint-Martin pour le départ en avion de cette patiente, Belinda. Voilà, qui a le cancer du sein et qui devait prendre l'avion pour faire son TEP scan en Guadeloupe. J'étais à temps au l'air pour un petit moment, mais j'arrivais bien. Je suis nerveuse, oui. Oui, je suis tellement nerveuse. Non, il m'a juste, je donne les cartes vitales et tout, et après ça, j'attends, et maintenant la dame m'a dit de rentrer, et je rentre. Donc ça va être l'éjection. Oui. Ça va bien se passer. J'espère, oui. Merci. Ok. Donc du coup, on injectera le produit tout à l'heure. Il n'y a pas d'effet secondaire, on sent rien, ça ne pique pas, ça ne brûle pas. Okay. C'est vraiment juste un colorant, d'accord? Par contre, il faut lui laisser un petit peu de temps pour agir, pour qu'il se fixe bien là où on veut le voir. Donc vous allez rester ici, au repos, au repos strict pendant une petite heure, d'accord? Une petite heure, vous pouvez dormir, il n'y a pas de problème. Puis on reviendra vous chercher. Hop là. Tendez bien le bras au maximum. Allez, je vous pique, respirez bien fort. Voilà. C'est parfait. Lâchez la main. Ça passe bien, c'est parfait. Donc j'arrête de vous embêter. Là, vous allez juste patienter le temps que ce soit votre tour pour l'injection. D'accord. Et mon collègue vient vous faire ça tranquillement ici tout à l'heure, d'accord? Ok. Il n'y a pas d'autre piqûre. Hop là. Et voilà. Ok. It's not an easy road, but you need to have a lot of strength and courage and just believe in God. God gonna help you through the most difficult situation. So don't be afraid to ask somebody a question or talk about it, because sometimes somebody have a different experience and their experience could help you in your situations at times. Ça va, madame? Oui, ça va. Alors, je vous ai injecté le produit qui est du FDG. Et en fait, en principe, dans 1 heure de temps, vous allez passer sous la caméra. C'est un produit qui va nous permettre de voir tout le corps et voir les anomalies qu'il y a au niveau de votre pathologie. OK? Et il n'y a pas de problème particulier, il ne faut pas vous inquiéter. D'accord? Vous avez vu, l'injection s'est très bien passée. Et puis là, on attend environ 50 minutes et puis ça va aller. D'accord? Docteur Jeffrey, est-ce que vous avez besoin de réécouter le petit message de Belinda Bourne, ou vous voulez bien le réécouter? Voilà, Alors, bien pendant que Yann, notre réalisateur, retrouve juste cette petite partie-là, on va revenir sur le TEP scan, justement. Déjà, faire un coucou à toute l'équipe du Simgwa, saluer
le docteur Bélia, Lionel Bélia, et toute son équipe, ils font un travail mais remarquable. On doit le dire, hein, c'est voilà un lieu où c'est non-stop, quoi. Ça fonctionne non-stop. Avant, on pouvait parler dans une journée, il faut faire peut-être 6-7 TEP scans. Aujourd'hui, on parle de plus de 40, plus de 50 par jour. Donc, c'est quelque chose de... Il faut vraiment qu'on prenne conscience de la valeur des équipements, mais au-delà des équipements, des hommes et des femmes qui ont des compétences, parce que même au-delà de ça, il faut quand même avoir une expertise. On voit là cette femme qui pique, effectivement, même devant les caméras avec beaucoup de facilité. On sent qu'il y a de l'expérience, du savoir-faire. Et ça demande quand même beaucoup de travail derrière, hein, pour affronter ce genre de patients. Donc vraiment, on les remercie déjà. Et puis bien sûr, on doit le savoir, pour retrouver un PET scan dans la Caraïbe, il faut aller en Colombie ou au Panama. Donc la possibilité pour nous d'avoir ce genre d'outils, je sais que Lionel a déjà eu l'occasion d'en parler ici, donc on ne reviendra pas dessus, mais il y a vraiment une vraie expertise en Guadeloupe et il faut qu'on en soit fier. Et voilà. Aujourd'hui, ils sont victimes de leur succès, entre guillemets, mais du succès de l'outil. Voilà. Du coup, un deuxième outil devrait... Enfin, on espère. J'aimerais bien en parler un jour très prochainement avec l'équipe. Ce que je vous propose, c'est de réécouter le petit message de Belinda, que vous puissiez nous dire un petit peu ce qu'elle voulait faire passer comme message. Et puis juste après, on va quand même prendre une petite présentation, hein, de cet outil avec le directeur Jean-Paul Fischer, si vous le voulez bien. Yann, on peut revoir les images de Belinda? Because sometimes somebody have a different experience and their experience could help you in your situations at times. Ça va, madame? Voilà. Oui, je me souviens de la première partie, donc c'était bien que je vois celle-là. Non, elle disait très clairement que le chemin était un chemin difficile au départ. It's not an easy road, c'est vraiment un chemin qui est vraiment difficile à affronter, parce qu'on est parfois seul à affronter ce chemin, on est les seuls à savoir. Et c'est vrai que les femmes le décrivent bien, c'est vraiment quelque chose de difficile et souvent les autres ne le comprennent pas. Et puis, elle a parlé aussi, juste après ça, de la confiance qu'elle avait en Dieu. Trop souvent, on n'en parle pas de cette spiritualité qui est quelque chose de fondamental dans nos sociétés, mais pas que. Beaucoup de gens, et je parlais d'autres patientes aussi que j'ai ailleurs, ont retrouvé, ou en tout cas, leur foi. Et ça les a aidés vraiment à tenir dans les moments où elles ont l'impression que tout lâche. Donc, et on le voit chez Belinda, sa foi, l'a énormément aidé, et son entourage aussi religieux l'a vraiment aidé à tenir le coup. Et les mots importants qu'elle dit aussi là, c'est que on peut avoir des expériences différentes, on a un ressenti différent par rapport à la maladie que l'on affronte, mais il s'agit vraiment toujours d'être dans le contact, dans le témoignage. Et de dire un petit peu aux autres ce qu'on a vécu et comment on s'en est sorti. Et cette notion de témoignage aussi, elle est dans une dynamique, je pense, également très, très croyante et très spirituelle, qui est de dire on a réussi à passer à travers certaines choses, on doit aussi rendre et être des éléments positifs pour les autres, pour les aider à s'en sortir mieux. Et donc je trouve que vraiment cette approche, elle est touchante et en plus pleine de réalité, parce que ça représente beaucoup de patientes qui tiennent le coup justement dans leur parcours de soins grâce à la spiritualité et leur foi en Dieu. On l'a eu ensuite, Belinda, qui nous disait que ça s'était très très bien passé, que toute l'équipe du CIMGUA s'était bien occupée d'elle. Bien entendu, nous n'étions pas étonnés, nous savons pertinemment qu'ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont comme moyens. Parfois, on ne parle pas seulement d'outils, mais aussi de moyens humain. Et donc, elle nous a dit qu'elle a été bien reçue, parce qu'il faut savoir que Belinda a voyagé seule. Oui, elle a voyagé seule. Il faut seule. le préciser.
C'est vrai que parfois, les prises en charge de l'accompagnant, par exemple, son compagnon que vous avez vu rapidement... Au début. Au début, ils sont extraordinaires par la façon dont ils sont presque fusionnels, presque ensemble par rapport à la maladie. Lui, par exemple, il a besoin d'un visa pour venir en Guadeloupe. C'est bête à dire, c'est un exemple, mais quelqu'un d'autre aurait d'autres difficultés aussi dans ce même cas. Là, donc l'accompagnement est vraiment quelque chose de crucial, on en a parlé, je suis très content d'entendre comment la Ligue fait cet effort pour pouvoir pallier parfois ces difficultés d'accompagnement, mais il n'y a que les femmes qui savent à quel point, quand elles ont ce genre de difficultés, comment la présence de notre cher, de quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui est peut-être une oreille, un deuxième cerveau pour vous aider à capter les informations est important. Et les oncologues le disent, hein, quand je discutais avec ma collègue plusieurs fois, on sait que, par exemple, sur une information ou sans information à retenir, on n'en retient que 30 quand on vous annonce la maladie. Vous imaginez, ça vous tombe dessus, vous n'entendez plus rien, c'est comme un bruit assourdissant. Et donc, on a besoin d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui vous rappelle un petit peu, ah oui, mais le médecin a dit ça aussi, et puis de reprendre un petit peu les éléments. Donc, le milieu familial, l'accompagnement de notre cher est fondamental. Et c'est là où je pense qu'on doit tout faire pour favoriser cela. Hein. Je ne pense pas qu'à la Ligue, mais aussi à nos organismes sociaux qui prennent en charge, pour qu'on milite, pour qu'il y ait au moins peut-être une petite partie qui soit pris en charge pour les accompagnants. Alors moi, je souris au docteur Louis Geffry parce que je me dis, si vous tombez sur deux toits comme Brigitte, c'est-à-dire qu'elle, c'est toute la famille qui s'en va. Papa, maman, la sœur, le mari, le fils, tout le monde s'en va. Alors je peux vous dire que... Et le chien. Tout le monde. Allez, toute la famille s'en va. D'ailleurs, quand j'ai dit le chien, je le dis pas par hasard. Il y a aussi, on s'est rendu compte que les animaux de compagnie avaient un rôle essentiel et important pour calmer aussi, pour apaiser. C'est ça. Donc voilà. Donc tout ça, c'est cet environnement qu'on appelle caring, cet environnement qui prend soin, qui est nécessaire. On a parlé de l'équipe du CIMGUA. Je voudrais vous proposer quand même quelques mots de Jean-Paul Fischer. Il nous a donné un petit peu de son temps. On est parti avec Charlie d'Agonia, que je salue, pour filmer une petite présentation à sa manière, en tout cas, du CIMGUA. Merci Yann de nous passer la vidéo avec Monsieur Fischer. Tout d'abord, il y a une pétition, donc une mobilisation de la population, 26 000 Guadeloupéens qui ont signé une pétition pour avoir un cyclotron en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait une égalité de chance face à la maladie, face au cancer. Ce projet ensuite a été repris, porté par les élus, notamment le conseil régional, M. Lurel, et ensuite repris par Harry Chalus. Et ce qui nous a permis, donc, il m'a demandé à ce moment-là de mettre en œuvre le projet et à travers la scène patrimoniale. Donc à partir de 2014-2015, j'ai commencé à effectuer les premières études, à travailler sur ce sujet. Et ensuite, l'appui politique qu'on avait a finalement réussi, puisqu'on a fait imposer au président de la République, lorsqu'il est venu en Guadeloupe pour l'inauguration du Memorial Act en mai 2015, le choix de la Guadeloupe pour le cyclotron. En sachant qu'on avait une opposition majeure à ce projet de la part de la Martinique, du sud de la Martinique, de différentes administrations à la fois locales et nationales, et que finalement on a créé le cyclotron, je dirais, au forceps. Aujourd'hui, on a atteint un rythme relativement conséquent, on accueille plus de 3200 patients par année. Ça prouve que le cyclotron et le TREPScan répond à une nécessité de santé locale. Et on a créé, dire ce que les gens aujourd'hui viennent à la fois de la Martinique. Je pense que la Martinique aura bientôt son cyclotron et son TREPScan, son centre d'imagerie moléculaire et son service de médecine nucléaire. Donc on perdra une partie des patients, environ 15 à 20% des patients, mais bon, après on récupère les patients de Saint-Martin, de Saint-Barth et quelques patients de la Caraïbe. Il ne faut pas non plus rêver, la fréquentation de la Caraïbe est compliquée à la fois pour des raisons de transport, aussi tout simplement pour des raisons de coût. Nous avons un personnel propre à CIMGUA
qui est le personnel que nous recrutons, qui fonctionne dans le cadre du statut de 6 mois. Ensuite, on a une convention de prestation avec le CHU qui met à disposition un certain nombre de personnels, notamment la radiopharmacienne. C'est obligatoire dans le cadre du dispositif réglementaire qu'on applique en Guadeloupe, qui est un dispositif un peu particulier, d'ailleurs, qui est assez innovateur par rapport à la métropole. Et à ce titre-là, effectivement, le CHU, à partir de la pharmacie du CHU à usage interne, fabrique donc un médicament au cyclotron qu'on appelle les radiotraceurs. Voilà, c'était un petit peu une présentation de l'outil parce qu'ils ont beaucoup milité au début pour avoir, il a parlé de la pétition, il a parlé, c'est important de le rappeler aux Guadeloupéens, de le rappeler aux téléspectateurs que cela a été vraiment... Ça a été rude, hein. Ça a été rude. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, nous juste besoin d'aider. On sait le pas suffisant. Donc tout ça pour dire que. Et je pense que ce genre de choses-là nécessite vraiment une mobilisation. Ça a été pareil, et Madame Hainaut, Docteur Hainaut, pour le dire, pour l'installation de la chimiothérapie à Saint-Martin. Ça a été au forceps aussi. On l'a attendu pendant longtemps. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger l'importance de la prise de conscience et la mobilisation de tout un chacun pour justement faire aboutir des beaux projets en faveur des populations, effectivement. La Ligue contre le cancer Guadeloupe nous a concocté un programme particulier pour ce mois d'octobre, Octobre Rose. Oui, alors comme chaque année, on essaye vraiment de faire de la prévention, de la sensibilisation auprès de tous les publics, hein, donc dans les centres commerciaux, les entreprises, les associations, les collectivités, mais aussi les écoles. Donc on remercie déjà tous nos partenaires qui nous sollicitent, nos partenaires fidèles comme par exemple la pharmacie Renaison à Basse-Terre, la mairie des Abîmes avec qui nous allons fêter nos 11 années de partenariat pour la marche pour la vie. Ce sera le 22 octobre. Nous avons aussi de nouveaux partenaires comme Pneugom. On ne va pas tous les citer, par contre on va dire les partenaires en général, parce qu'en plus on arrive à la fin de l'émission. Donc on va devoir aller vite, mais il faudrait quand même donner les moments forts, les dates, les moments forts de ce programme du mois d'octobre. Alors demain soir par exemple, les foulées du ruban rose, la 2e édition. Donc ce sera à Jarry, vendredi le concert et la grande Zumba, le dimanche 8 la marche. Nous avons aussi, comme je disais, la marche pour la vie le 22 octobre avec la mairie des Abîmes. Et puis nous avons aussi avec les clubs Soroptimistes et le centre commercial d'Estreland, nous aurons une manifestation sur toute la journée. Donc on vous attend nombreux. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, à voir un peu l'actualité et à vous mobiliser parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a été touché par la maladie. Donc, on n'attend pas que la maladie frappe à notre porte pour se sentir concerné. Voilà. Marie-Paul, un numéro de téléphone si quelqu'un a envie de se renseigner, se rapprocher de la Ligue? Alors, c'est le 05 90 21 63 63. 21 63 63. Madame Brard, quand on parle de prévention, de dépistage, quelquefois, pour certains, on est un petit peu perdu. Là aussi, on peut faire appel à la sage-femme. Absolument. Chaque année, les femmes devraient faire une consultation de gynécologie, soit chez une sage-femme, chez le gynécologue ou le médecin généraliste. N'attendons pas les désagréments. Allons régulièrement, chaque année, voir, consulter. Ça n'empêche qu'on fasse tous les mois son autopalpation. Et ensuite, l'allaitement maternel. On ne quittera pas l'émission sans que je le dise. Il nous faut cultiver l'allaitement maternel, enfin, la culture. Enfin, il nous faut développer la culture de l'allaitement maternel. Il faut savoir, mesdames, que ça ne sert pas seulement à nourrir l'enfant, mais l'allaitement maternel protège la femme du cancer du sein. Une femme qui allaite voit son risque d'avoir le cancer du sein diminuer. Et plus l'allaitement est long, plus la dame est protégée. Donc, quoi de plus? Allaitons nos enfants, invitons nos jeunes à prévoir un allaitement maternel. C'était le mot de la sage-femme.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Docteur Louis Geffry, on arrive à la fin de notre rendez-vous, ça a été très vite. Je voudrais profiter pour vous dire merci pour tout le travail que vous avez mis en place pour cette émission du côté de Saint-Martin, avec toute l'équipe, puisque c'était toute une équipe. On va profiter pour remercier Arnaud. Oui, à nouveau, merci à Belinda Aboine, notre témoin, la patiente qui nous a donné cette possibilité de la filmer. Merci à Charlie, Charlie et Solène qui sont partis avec moi du côté du Simgwa pour les images du Simgwa. Et bien entendu, Dr Geffry, un petit mot de la fin. Oui, je pense que le but de ces émissions, c'est de montrer que également le parcours qu'on a avec un patient va au-delà tout simplement que de l'examen. Il y a des professionnels derrière. Il y a des responsables, des visionnaires également qui sont là au départ et qui suivent un peu les choses. Il y a il y a des organisateurs, il y a de tout. Il y a la télévision qui est là aussi pour rappeler aux femmes. Donc je pense que tous ensemble, le travail qu'il y a à faire et à continuer. Et je suis vraiment très fier de pouvoir amener cette petite touche-là. En tout cas, je voudrais juste donner un petit mot d'un livre d'une patiente à moi, Madame Marie-Joëlle Magras de Saint-Barthélemy, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sous sein privé ». Il est magnifique. Elle me l'a offert il y a quelques jours, comme ça. Et franchement, ça montre à quel point l'expérience au quotidien et l'accompagnement fait la différence. Et elle, il y a une logique familiale derrière. On aura la possibilité de le lire, ce livre. Et en tout cas, ça montre que nous avons une belle culture. Cette culture caribéenne riche, chaude. Belinda est à l'image des territoires dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire engagés et lumineux. Et donc, ça fait plaisir d'avoir ce genre de focus. Voilà, merci encore beaucoup pour cette possibilité. Brigitte. Merci à vous. Et moi, j'aimerais juste vous dire, avoir le cancer du sein, mais avoir le cancer en général, quel que soit le cancer, ce n'est pas une fatalité. Il faut juste faire ce qu'on vous demande de faire en temps et en heure. Pour certains. Pour d'autres, eh bien, oui, quelquefois, ça ne se passe pas comme on aurait voulu, mais je vais dire peut-être quelque chose qui va vous choquer. Nous naissons tous un jour, nous devons tous partir un jour. Voilà, de toute manière. Donc, moi, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent ce soir, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, eh bien, faites le nécessaire, n'attendez pas, consultez. Faut pas autre penser qu'en pas envie savent. De toute façon, ça, il y a trop tard, en pas envie savent. Non, parce que nous connaissons énormément de personnes qui ont eu le cancer du sein et qui aujourd'hui, 15-20 ans après, sont là, comme vous et moi, et échangent et sont bien. Voilà, donc tout ça pour dire que avoir le cancer, ce n'est pas une fatalité. Faites juste en temps et en heure le nécessaire quand vous êtes informé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Voilà, c'était le mot de la fin de Brigitte. Je voudrais remercier Yann à la réalisation ce soir et vous dire, la famille, n'oubliez pas que quand vous avez une personne dans la famille, une personne de malade, une personne qui n'a pas la grippe, je précise, qui a le cancer. Donc, il faut accompagner cette personne du début, mais aussi après. Parce que quand il se passe plein de choses et que la personne commence à aller mieux, on a l'impression que ça y est. Et on oublie parfois qu'on ne peut pas demander à cette personne ce qu'on lui demandait avant, ou qu'on ne peut pas traiter cette personne de la même manière qu'avant, qu'on doit peut-être faire attention à certaines choses un peu plus qu'avant. Eh bien, il ne faut pas l'oublier parce que cette fragilité est encore là et risque d'être là très longtemps, voire tout le temps. Docteur Geffry, un coup de docteur. Ah oui, c'est bien. Mais il faut faire des coups de docteur de temps en temps. Ça fait du bien. Comme il nous en manque. Il faut qu'on soit tous un peu des soignants dans l'âme. Soignons.
Brigitte. Des mots pour soigner les mots. Voilà, attention. Voilà. Merci à vous, merci de nous avoir encore. suivis. Merci, Dr Jeffrey, d'avoir fait le déplacement depuis Saint-Martin. Merci Marie-Paul. Et puis un salut à toute l'équipe de la Ligue contre le cancer. Merci, Daniel. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Même lait, même télé. Zoja Connect.